Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, nous nous retrouvons autour encore de cette discussion, de cet échange avec ma complice Caro. Caro, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va nickel. Et aujourd'hui on va se retrouver sur un sujet très houleux, attention on va provoquer à mon avis des scandales, c'est comment ranger sa bibliothèque. J'espère pas, ça serait dommage quand même. Ça serait quand même très dommage. Mais avant de commencer ce sujet-là, on va faire un petit erratum, une petite correction, je sais pas si on dit erratum, erratum, je sais pas comment on dit. Sur l'ancien podcast qu'on a fait, le podcast précédent, qui était notre bilan de lecture 2024. Et en fait, on a dit une petite bêtise. On a dit que Alice, de Patrick Sénécal, était son 2e roman, et au final, c'est son 4e roman. Donc, toutes nos excuses, nous sommes vraiment navrés. Alors, attaquons le sujet d'aujourd'hui. Alors, ça va pas être spécialement comment ranger sa bibliothèque, ça va être plus être la place de la bibliothèque, comment ranger une bibliothèque, effectivement, comment on la trie, qu'est-ce qu'elle a comme importance pour nous dans nos foyers. Finalement, dis-moi comment tu ranges ta bibliothèque, je te dirai qui tu es. Ah bah, alors, en tout cas, pour moi, c'est exactement ça. Ah ouais, t'as oui. déjà jugé des gens sur la façon dont tu rangeais leur bibliothèque ? Je pense que les gens peuvent me juger sur la façon dont je range ma bibliothèque, ça c'est une certitude. Ils le font tous. Ça Ils te m'étonne jugent pas. tous, je crois. Surtout toi, tu juges. Bien sûr. Alors, déjà, on va commencer par la base. Quel genre de bibliothèque tu as ? C'est une bibliothèque sur mesure ? C'est une bibliothèque achetée ? C'est une bibliothèque de Du quelle tout. couleur ? Moi j'ai une bibliothèque Ikea, la Billy, l'increvable, on va dire. J'avais très peur au début que ça fasse comme toutes les autres, que ça plie au milieu, mais pas du tout. C'est une valeur sûre, en tout cas moi pour le moment, je n'ai aucun problème. Et puis l'avantage c'est qu'on peut mettre des rehausseurs. Exactement, des rehausseurs qui vont jusqu'au plafond. Moi, c'est exactement ce que j'ai aussi. J'ai les bibliothèques Ikea Billy qui vont jusqu'au plafond. C'était une rehausse qu'on rajoute au-dessus parce que je trouve que ça fait une pièce beaucoup plus finie. Que en fait, ça fait un côté plus ancien peut-être, un peu plus massif, un peu plus imposant. C'est peut-être sur l'idée qu'on se fait des bibliothèques bien fournies en tout cas. C'est ce pan de mur là sur les... Tout à fait, puis en plus c'est une gain de place en fait, parce qu'en mine de rien ça nous fait une étagère supplémentaire au-dessus. Exactement. Et pour toi, à partir de quel moment on peut considérer qu'on a une bibliothèque ? Vaste sujet, je pense. Déjà, je pense que c'est personnel déjà comme réponse. J'ai toujours considéré avoir une bibliothèque en quelque sorte. Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est une collection de livres ? C'est ça la question déjà, tu vois, derrière. Est-ce que c'est un meuble ? Ouais, c'est ça. Ou c'est un ensemble de livres ? Jusqu'à assez récemment, au final, moi, c'était plutôt une étagère, une très grande étagère qui faisait tout un pan de mur, mais ça restait une étagère avec des livres dessus. Donc bon, est-ce qu'on pouvait considérer que j'avais suffisamment de livres pour que ce soit une bibliothèque et le meuble avec ? Je sais pas, vaste sujet. Je pense qu'une bibliothèque, c'est une collection de livres. Une collection, ça commence à partir de 2. On peut dire ça comme ça ? Je sais pas, je pense que c'est propre à chacun. Ouais, c'est possible. Moi, tu vois, je pense qu'une bibliothèque, ça serait du moment où il commence à y avoir un fil conducteur à travers les ouvrages. C'est-à-dire, on peut voir le parcours d'une personne à travers ça. J'ai lu ça, puis j'ai lu ça, puis j'ai lu ça. Ce livre m'a entraîné à celui-là. Quand il commence à se dégager une sorte de petit fil conducteur, de petits ouvrages qui se font des échos, par-ci, par-là, pour moi, il commence à y avoir une certaine cohérence pour avoir une bibliothèque. Ouais, ok, d'accord, je vois. Je serais moins catégorique, parce que ta bibliothèque, tu peux la construire pas forcément avec des livres qui t'ont plu. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est quand même un cheminement. Ouais, d'accord, ok. Ça fait partie du fil. Même si le fil à des endroits peut être tordu, peut être biscornu, tu vois, un livre après l'autre. Oui, c'est vrai. Pour moi, une bibliothèque, c'est quand tu pourrais analyser que ce truc-là, je l'ai lu à peu près à cette période-là de ma vie. Mais du coup, ça suggère que dans ta bibliothèque, tu n'as aucun livre que tu n'as pas lu. Ah si, mais c'est pas grave. Il a été acheté et posé là à une période de ma vie. Ah, ok. Ou on te l'a offert, ou on me l'a offert, ou c'est pas encore le moment de le lire. Mais peut-être qu'il sera lu un jour ou pas, et c'est pas très grave. Je pense pas qu'il y ait 2 bibliothèques identiques dans le monde. C'est pas possible. Enfin... Peut-être que ce qui compte finalement, c'est pas le livre, mais ce qu'il y a entre les livres. C'est ce qui fait que toi et moi, on va lire un livre, on va l'emmagasiner, on va le recevoir, et derrière, on va en tirer des choses différentes. Et c'est peut-être dans cet état-là, on a fini le livre et on va attaquer une nouvelle lecture, qui crée peut-être ce fil conducteur de nos bibliothèques. C'est-à-dire qu'entre chaque livre qu'il y a dans notre bibliothèque, il y a eu un entre-deux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est une belle idée. J'aime bien l'idée de continuité un peu. Après, il y a des lectures qui nous auront influencés et qui feront pas forcément partie de nos bibliothèques. Tu vois, c'est un peu... Oui. Mais c'est c'est une chouette façon de voir les choses. Après, ce qui est sûr... Enfin, je sais pas si c'est ton cas, remarque. Moi, je sais que la disposition de mes bibliothèques va changer en fonction de mes lectures. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire ? Des fois, j'ai un livre qui va venir s'intercaler. Des fois, je vais devoir... je me dis, ce livre, je l'ai classé dans cette étagère-là. Et en fait, avec le recul, ça va aller dans un autre.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, peut-être que à ce moment-là, il est cohérent à cet endroit-là, mais qu'après, tu vas avoir d'autres livres qui vont se rajouter, qui vont créer une nouvelle cohérence. Oui, c'est ça. Pour qu'ils viennent s'intégrer ici. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une bibliothèque, elle évolue. Ça, c'est une certitude. Oui. Une bibliothèque figée, est-ce que ça a encore vraiment du sens ? Tu vois ? C'est triste. C'est triste. C'est très triste. C'est un peu poétique. Ouais, mais c'est vrai que c'est triste. C'est triste un peu quand même. Mais alors toi, ta bibliothèque est située dans quelle pièce ? Moi, elle est dans mon salon. Donc dans la pièce à vivre ? Dans la pièce à vivre, oui. Bien sûr. Et pourquoi ? Initialement, pour un problème de place, c'était quand même plus pratique dans le salon. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de la mettre ailleurs, au final, non, dans le salon, c'est quand même sympa. Chaque personne qui vient s'installer dans le salon regarde immanquablement la bibliothèque, parce qu'il n'y a pas que de livres dedans, donc il y a forcément quelque chose qui attire l'œil. Et c'est toujours générateur de discussions. Toujours très intéressante d'ailleurs. Je pense qu'il y a une période de ma vie où j'aurais préféré quelque chose de très... Quand j'étais enfant, je voulais la bibliothèque de La Belle et la Bête. Je pense que après tout le monde l'a voulu, en tout cas ceux qui aimaient lire. Mais après j'avais même besoin plus d'un cocon autour des livres. Tu vois, c'était un refuge, c'était un endroit où s'évader. Voilà, c'était très intime. C'était vraiment très très intime. C'est des moments où j'étais vulnérable. Et donc... je ne rêvais que d'une chose, c'est une bibliothèque très remplie, mais très petite et très confortable. Finalement, elle est dans mon salon. Ma vision des choses, elle a changé tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, le partage fait partie du plaisir de la lecture. Et la mettre dans le salon, c'est déjà un premier pas vers le partage. Oui. De toute façon, oui, il va y avoir une nuance si les livres sont un peu dans une chambre, un peu, je sais pas, dans un bureau ou dans une pièce dédiée à la lecture, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ça. Ou alors, effectivement, si elle est dans la pièce à vivre. Moi, je sais que ma bibliothèque, c'est un élément central de ma pièce à vivre, donc de ma maison. C'est-à-dire que c'est l'une des choses, quand on rentre chez moi, qu'on voit, pas en premier, mais presque, en fait. Elle est... on passe la porte et boum, on la voit, quoi. Est-ce que tu as d'autres livres ailleurs ? Des livres que tu aurais... une collection, quelque chose qui n'appartiendrait pas à ta bibliothèque ? J'ai des livres qui traînent. Mais j'ai pas des livres ailleurs. Alors qui traînent parce que tu es en train de les lire ou de les consommer, je sais pas trop comment on dit, ou des livres parce qu'ils n'ont pas leur place alors non, c'est que j'ai des livres... Alors si, j'ai des livres... quelques livres qui vont servir d'éléments de déco à un endroit. En fait, j'ai une toute petite étagère à part de la bibliothèque où il va y avoir des petites babioles, un peu cabinet de curiosité. Il y a quelques livres là pour servir de décoration parce qu'il y a une petite cohérence sur la couleur de ces livres-là, mais c'est vraiment... anecdotique dans ma maison. Par contre, oui, je vais avoir des livres qui traînent dans ma chambre, mais c'est des livres soit qui sont là pour être feuilletés, soit des fois pour relire certains passages. Par exemple, Le Corbeau d'Edgar Allan Poe ne quitte jamais ma chambre. C'est le livre de chevet par excellence, il est toujours là. Et je le lis très très régulièrement. Et visiblement, il nous suit aussi sur ce podcast. Et oui, c'est peut-être un fil conducteur ce corbeau-là. C'est quand même terrible. On va peut-être le garder. Ouais, c'est vrai. Donc c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le livre, c'est pas seulement quelque chose à classer dans une étagère, c'est aussi un objet de décoration. Oui, mais tout dépend. Faut pas que ça soit de la déco pour de la déco. C'est quand même des livres que j'ai lus, tu vois. Ouais, je vois, je suis d'accord avec toi. C'est pas des livres factices qu'on achète comme ça. Et s'ils sont sur cette étagère-là pour décorer comme ça, c'est parce que c'est le contenu de ce livre-là qui est suffisamment en rapport avec le reste de la décoration. Ouais, je comprends. J'ai pas la même approche, mais je comprends. J'ai des livres de décoration, mais ce sont des livres qui ont une histoire familiale. Une belle collection de livres reliés en cuir, etc., qui viennent orner une cheminée. Je n'ai pas tout lu là-dedans, ça serait vraiment mentir. En revanche, c'est vrai que j'y suis attachée, c'est pas des livres que j'ai envie de jeter. Leur première fonction, c'est de la décoration en fait. Oui, bien sûr. Quand même des pincettes à prendre, je dirais, sur ça. Après, j'en ai déjà parlé avec toi, il y a une mode en ce moment qui m'agace profondément. C'est que quand on va dans une librairie, les livres sont très beaux maintenant. C'est une certitude, ils sont surtout beaux. Dans l'imaginaire, maintenant il y a un gros effort des éditeurs. Oui, mais le problème c'est qu'ils deviennent trop beaux. Dans le sens où le livre, l'histoire qu'il y a dedans n'est plus important. On achète le livre pour ce qu'il représente en fait. Vraiment. Là, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que c'est un de mes coups de gueule qu'elle est arrivée. Ah pardon. Non mais il n'y a pas de problème, on peut l'aborder dès maintenant si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais moi aussi je déteste ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui on vend un objet, on ne vend plus une histoire. Oui, on vend quelque chose d'instagrammable. Exactement, d'instagrammable, c'est tout à fait ça. Et tout de suite on a envie d'avoir le jugement facile, je me suis un peu penchée dessus.
bon, ça s'avère vrai quand même, hein. Les histoires qu'il y a à l'intérieur de ces jolis livres, c'est rarement très travaillé, voire pas bon. Alors, moi, mon coup de gueule, c'était sur les tranches colorées. Ouais, exactement, c'est exactement les ça que je tranches pensais. colorées où je t'avais partagé une image d'une bibliothèque où la personne rangeait ses livres, non pas du côté de la tranche où il y a l'auteur et le titre du livre, mais du côté de la tranche colorée. C'est-à-dire que là, on oublie carrément l'intérêt premier d'un livre, c'est-à-dire de raconter une histoire, de qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il va m'apporter, de qui a écrit ça, de l'intérêt d'être intrigué par un titre, mais là, c'est juste du purement esthétique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que ce soit des pages colorées, généralement très flashy en plus, bariolées de toutes les couleurs. On en oublie l'auteur, le pourquoi du comment, l'imperfection, il faut que ce soit tout lisse, ils sont tous de la même taille. Enfin, moi, ça me fout une angoisse. Mais non, ça m'angoisse pas, ça m'énerve. Voilà. Je pourrais aller dehors et donner des coups de pied à des végétaux, voilà, par exemple, tu vois. Vraiment, ça m'énerve profondément. T'es sur un niveau de violence là. Oui, je pense qu'une marguerite, je la gifle. Non, mais je te jure, la marguerite, je la gifle. Voilà, c'est comme ça. Je suis terrifiée, vraiment. Oui. Je suis terrorisée. Ben, tu peux. Non, je comprends. Oui. Parce que je suis une belle fleur, c'est pour ça. Ah non, mais je trouve ça horrible. En vrai, je trouve ça horrible. Utiliser le livre comme objet de déco pur et peu importe le contenu de l'histoire et de la qualité de l'histoire, je trouve ça assez terrifiant. Après, il est vrai que sa bibliothèque était jolie, hein, ça on peut pas lui... C'est coloré, enfin après bon, c'est propre à chacun, mais... Ouais, mais est-ce qu'elle peut générer une envie de lecture par quelqu'un qui ne connaît pas sa bibliothèque ? Alors, très sincèrement, je pense que non, parce que du coup, t'es pas du côté du titre. La première chose, quand tu es dans une bibliothèque, moi je suis en face de la tienne, la première chose que je vais voir, ce sont les titres. Ça va pas être la page, ça va pas être la couverture, pardon, ça va pas être les tranches, si elles sont jolies et tout ça. Ça va m'attirer l'œil. Pour s'il y en a 50, 60, je vais pas m'amuser à retourner tous les livres pour aller voir les titres. Oui, surtout que là, il faut à chaque fois tirer le bouquin, regarder le truc. C'est insupportable. Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? C'est très grave. Je pense parce que ça se vend, en fait, tout simplement. Oui. Et je suis d'accord avec toi, moi je suis en colère. J'étais une amoureuse des belles éditions. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus difficiles à trouver des belles éditions sur des bons livres. Oui. C'est plus la norme, en fait, vraiment. On ne prend plus soin de belles histoires. C'est trop flashy, trop fluo, ou trop coloré, ou trop mis en relief sur la couverture. C'est trop. Alors après, ça, c'est les goûts et les couleurs. C'est vraiment, moi, le côté, ce qui m'agace, c'est que on va aller vendre vraiment un objet avant une histoire. C'est vraiment ça. Tout à fait. C'est-à-dire que ça peut être flashy, ce que tu veux, mais l'histoire peut être bien à l'intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, alors qu'avant, j'allais facilement vers une belle édition, vers une belle couverture, vers quelque chose de très travaillé, aujourd'hui, ça me fait fuir. Tu vois, en plus, moi, mon amour de la lecture est né vraiment par... j'étais enfant, et on était dans de la famille, et puis je m'ennuyais profondément dans un long repas où il y a que des adultes et pas d'enfants, et j'allais dans la pièce d'à côté, et la personne chez qui j'étais avait une énorme bibliothèque d'horreur, de fantaisie, de fantastique, et je m'amusais juste, j'étais tout petit, je m'amusais juste à lire les tranches, et tous ces titres m'ont évoqué des milliers d'histoires dans ma tête. Je me rappelle avoir vu, par exemple, Les Robots de l'Aube. Alors je savais pas que c'était Isaac Asimov tout ça, mais j'ai vu ce truc-là, Les Robots de l'Aube. J'ai vu un truc qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux, mais c'était fabuleux. Mais si ces livres étaient retournés côté tranche et que c'était des couleurs, mais jamais j'aurais parcouru ça, jamais j'aurais eu la curiosité de prendre ce genre de livre en fait, et de me dire, tiens, peut-être qu'au final, il y a des livres qui s'adressent à moi directement, qui me font poser des questions juste par un titre et un auteur. Oui, parce qu'il y a un peu un côté, malheureusement, avec cette uniformisation des livres, tous la même taille, comme tu disais tout à l'heure, tous la même taille, pas le même coloris, mais en tout cas le même aspect, etc. La bibliothèque s'efface, ça devient un papier peint plutôt qu'une vraie bibliothèque, une vraie quelque chose qui peut t'ouvrir l'esprit, qui peut t'intriguer, qui peut te donner envie aussi, tout simplement. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, on n'est pas loin on peut acheter des livres factices pour les exposer, on a envie de dire. Alors, très sincèrement, dans le doute, acheter un vrai livre, dans le pire des cas, vous le lirez. C'est juste l'accident qui peut vous arriver, quoi. Alors maintenant, allons dans le sujet épineux, parce que là, on critique ceux qui rangent leurs livres côté tranche colorée. Alors non, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça, quand même. Moi, c'est ça, madame. Voilà. Moi, je suis en colère contre ça. Moi, je trouve ça scandaleux, madame. Il y a des belles éditions avec des tranches colorées, c'est pas le problème. Oui. Enfin, des bons livres avec des tranches colorées, c'est ça. Le problème, c'est de le mettre à l'envers dans la bibliothèque. Ça, moi, ça me rend fou. Je vois que c'est un sujet délicat. Je suis assez d'accord, je comprends le principe. Mais voilà. Après tout, ça dépend. Tu sais, si la bibliothèque, elle est dans un endroit intime, comme on disait tout à l'heure, et pas dans le salon, bon, de toute façon, elle est pas... Oui. Elle a pas pour vocation d'être parcourue des yeux, quoi. Donc, oui, tout à fait. Bon. Tout à fait.
Après, ça dépend faut pas être trop fermé d'esprit. Bien sûr, non mais évidemment, non mais là on exagère, mais c'est vrai que c'est assez particulier, et puis surtout dans les lectures de l'imaginaire en ce moment, dans les lectures de l'imaginaire, c'est surtout des éditions comme ça, notamment, c'est pas pour, voilà, mais c'est beaucoup dans la romantaisie, les choses comme ça, où c'est des choses qui sont récurrentes. Et je pense qu'à l'origine c'était pour un peu se distinguer, et finalement, comme toujours, quand ça fonctionne, tout le monde s'y met, et ça commence, il n'y a plus rien qui se distingue en fait, tout simplement. Et c'est dommage parce que je pense que sincèrement, à cause de ça, alors je ne suis pas représentative de l'intégralité des gens qui vont en librairie et achètent ce genre de choses, j'espère. Ah, ça me fait fuir, vraiment, ça me fait fuir, donc je dois probablement passer à côté de certaines choses qui sont très cool, quoi. Oui, certainement. En fait, là, c'est vraiment juger un livre par sa couverture, pour le coup. Oui, mais du coup, dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a tous les signaux d'alerte pour se dire, oula. Ouais, exactement. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'était pas justement le fait que, avec l'arrivée des influenceurs et des influenceuses qui ont, notamment sur Booktube, qui ont énormément explosé grâce à tout ce qui va être young adulte et des choses comme ça, qui peuvent facilement dériver vers la romantaisie, est-ce que c'est pas à cause de ces phénomènes-là qui, du coup, vont passer dans des vidéos, vont passer dans des fils, que ce soit de réseaux sociaux, d'actualité, etc. Est-ce qu'on passe pas plus facilement dans un flux quand le livre est plus joli, plus beau, est-ce qu'il va être plus vendable ? La photo est peut-être plus belle. Voilà, la photo est plus belle. Peut-être que ces personnes-là aussi qui sont... où leur image, c'est leur métier. Est-ce que aussi c'est bien d'être agrémenté de livres surédités, même si ça n'existe pas, des livres surédités, mais voilà. Je ne sais pas, c'est une question comme ça ouverte, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, depuis tout à l'heure, c'est scandaleux et tout ça, et machin, mais comment toi tu ranges ta bibliothèque ? Auteur, édition, taille, couleur, feeling, poids, genre, catégorie, lu, pas lu, par les couleurs des tranches ? D'abord, ça va être à la collection. D'accord. J'ai des livres de la même collection, où je vais en avoir 20, 30, ils sont pareils. Donc déjà, ceux-là, ils vont être sur la même étagère. Visuellement, je ne pourrais pas supporter qu'ils soient sur des étagères différentes. Donc déjà, ça va être à la collection, ça, c'est une certitude. Quitte à séparer l'auteur, si jamais l'auteur a publié des choses qui ne sont pas dans la même collection. Totalement. Ok. Totalement. Aucune pitié pour ça. Ok. En fait, on va pas se mentir, le premier critère, ça va être quand même l'esthétique. Si je vois qu'il y a un côté... même les étagères entre elles, si je vois que ça va être bloc d'un côté, et l'autre côté, ça va être un peu plus léger, un peu plus déstructuré, avec quelques décorations, ça va pas le faire. Va falloir mélanger. Enfin, en tout cas pour moi. Donc il y a quand même un aspect esthétique qui rentre dedans. En plus, c'est dans mon salon. Ça serait encore dans ma chambre ou dans une pièce plus privée. Bon, ça dérangerait que moi. En plus, je suis amoureuse de petits objets un petit peu particuliers, donc forcément qui viennent orner ma bibliothèque. Il y a quand même un aspect esthétique, on va pas se mentir. Après, je pense que quelqu'un regarde ma bibliothèque, il voit quelque chose de chaotique. Sauf que pour moi, c'est très ordonné. Ouais, je dirais pas ça en voyant ta bibliothèque qu'elle est chaotique. Et pourtant, plusieurs personnes n'ont pas compris tellement mon rangement. Mais je comprends, hein. Ah, c'est qu'ils voient pas la cohérence derrière. Ah ouais. Mais c'est chaotiquement ordonné. Mais c'est un peu comme ce qui se passe dans mon cerveau. De quoi ? Toi, tu verrais la cohérence dans la mienne ? La tienne, ouais, la tienne, elle a de la cohérence. Alors après, tu as des genres plus restreints que moi, quand même. Tu vois ? Ouais. C'est plus facile de grouper, quoi. Pardon ? C'est plus facile de grouper. C'est plus facile de grouper, peut-être, je sais pas, ça c'est à toi de me dire. Ce qui est sûr, c'est que même les étagères ensemble s'harmonisent bien. Là, on parlait d'un côté esthétique. Quand tu as des romans extrêmement colorés d'un côté et des romans un peu plus sombres qui vont tirer sur l'horreur, bon, pour les appareiller, ça se discute, quoi. Tu vois ? Tout est à sa place. De mon point de vue, tout est à sa place. Je comprends par contre que d'un point de vue extérieur, ce soit pas forcément logique. Moi, je classe pas du tout par ordre alphabétique, par contre. Pas du tout. C'est un peu par genre, mais pas forcément le genre dans lequel il a été catégorisé quand je l'ai acheté ou quand on me l'a offert, ou etc. J'ai des livres qui sont classés horreur et que je vais plutôt classer dans polar, ou l'inverse d'ailleurs. C'est même plus souvent l'inverse. Parce que pour moi, ça m'a plus fait ressentir d'émotions que je cherche quand je lis de l'horreur que quand je lis un polar. Donc le genre ne dépend pas de la catégorisation, mais de la manière dont on lit le livre. Ah mais c'est une certitude, moi j'en suis persuadée. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que c'est si compliqué de s'y retrouver quand on va dans une librairie, en tout cas dans une grande librairie type Cultura, type Fnac, type Espace culturel Leclerc, je ne sais que sais-je.
pour moi, c'est toujours très très mal rangé. Tu vois, le livre 1984, c'est de fait que c'est un livre d'anticipation, science-fiction, etc. pour l'époque. Pour moi, c'est juste un pur livre d'horreur, en fait. C'est quelque chose qui m'a terrifié quand je l'ai lu. Pour moi, c'est de l'horreur. D'accord, donc tu fais par genre, tu fais par collection, et quand t'as plus le choix, tu fais par quoi? Quand j'ai plus le choix? Quand il reste des choses, comme ça. Quand il reste des choses. Le petit mouton à 5 pattes, il se retrouve avec plein d'autres petits moutons à 5 pattes. Ouais, carrément, c'est exactement ça. S'ils sont inclassables, déjà ça veut pas dire que c'est pas parce que pour le moment je sais pas comment le classer que ultérieurement je ne saurais pas comment le classer. Ça va dépendre de mes futures lectures, ça va dépendre de mon évolution quand je vais réfléchir à l'histoire que j'ai lue. Des fois il y en a qui reviennent et on s'en rend pas vraiment compte et on se dit ça quand même ça m'a fait plutôt penser je sais pas moi à un polar ou à de la science-fiction ou je vais peut-être le caler là plutôt que le reste. Disons que il y a une étagère mouton à 5 pattes. Il y a une étagère mouton à 5 pattes, mais en revanche, c'est jamais définitif. Oui, il peut être reclassé ailleurs. Si on trouve que finalement cette 5e patte s'accorde avec une autre 5e patte. Ouais, ça peut. Ouais, exactement, c'est ça. Et toi, du coup, tu fais comment pour ranger ta bibliothèque? Eh ben moi, je les range par poids. Non, je plaisante à moitié, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que... Oui, ça pourrait. Mais en vrai, oui et non, c'est-à-dire, je dis ça en plaisantant, mais effectivement, j'ai quand même mes BD, les comics et les choses lourdes qui sont en bas, pour des raisons pratiques, j'ai pas envie de bousiller les bibliothèques, donc le plus lourd, c'est en bas. Ça, c'est le premier... Ça paraît évident. C'est le premier cadre de rangement. C'est vrai. C'est un critère, c'est vrai. Le poids. Ensuite, je vais faire surtout par genre, mais... ça va être par genre, par affinité, par collection aussi, par format, si c'est un format de poche. Les 2 poches vont se retrouver ensemble, les grandes éditions brochées vont se retrouver ensemble, et après je vais essayer de trouver des sortes de cohérence par étagère. Et comme là, c'est-à-dire qu'il y a certaines étagères où la cohérence va être trouvée que par moi-même. Comme je te disais, ça va être ce fil d'un livre à l'autre, où moi ce livre m'a évoqué celui-là, qui m'a évoqué celui-là. Alors oui, je vais avoir par exemple une étagère où il va y avoir les Robin Hood avec par exemple le nom du vent à côté. Bon bah c'est totalement logique, c'est de la fantaisie, etc. Mais il peut y avoir des choses un petit peu plus atypiques. Il peut y avoir de la vulgarisation scientifique avec de la science-fiction. Ou alors il peut y avoir de l'horreur avec un polar très très noir. C'est possible, parce que la frontière est mince, et je trouve qu'il y a une cohérence entre les deux. Donc voilà, cette cohérence, elle va être faite comme ça. Et puis après, il va y avoir des étagères un peu plus thématiques. Par exemple, une étagère Lovecraft, où il va y avoir des petits bibelots Lovecraft à côté, ou des choses comme ça, mises en valeur d'une certaine manière. Les livres peuvent être mis debout, couchés, selon... ils peuvent être tournés face à la couverture. Jamais sur la tranche colorée. Tourner face à la personne qui va regarder la bibliothèque, ou alors sur la tranche. Tout ça va être un peu mis en scène pour que justement le regard soit un peu sollicité. Ceci dit, si tu mets un seul livre côté page... Ah bah là, c'est un intérêt. Là, c'est intéressant. Exactement, c'est un intérêt, tout à fait. Mais voilà, je vais essayer de trouver des petites, genre pas de mise en scène, mais des petites scénettes qui vont faire que mes étagères ont leur propre cohérence. Du moins que moi, je sache la propre cohérence. Oui, dans l'idée, tu isoles une étagère des autres, elle a un intérêt décoratif, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Après, ça va être plus compliqué, par exemple, sur mes vieux livres de poche SF. Ouais. Où là, c'est un placard de mur SF, quoi. Enfin, je veux dire, les livres se succèdent. Mais bon, là, par contre, ça va être rangé par auteur, par exemple. Pas par ordre alphabétique, mais par auteur. Non, les miens sont pas non plus rangés par... que ce soit par auteur ou par... Tu groupes pas les auteurs ? Je trie... Alors, ça dépend quand même. Si les livres sont identiques, si c'est la même édition, par exemple, si, en général, c'est par la même... c'est par auteur. En revanche, ça m'arrive qu'ils soient sur la même étagère, mais si c'est pas la même édition, qu'ils soient pas les uns à côté des autres. Oui, ça m'arrive aussi, tout à fait. Ça va être une question d'esthétique, oui, tout à fait. Disons qu'on est élevé depuis tout le temps par le fameux ordre alphabétique des auteurs. Oui. Depuis tout le temps. Oui, c'est vrai. Quand on est au CDI, quand on est à la bibliothèque, quand on est à la FNAC, quand on est à Cultura, quand on est dans une librairie, tout est par ordre alphabétique tout le temps. Et donc, moi, je l'ai vu chez des personnes où ils se posent pas ils se posent pas la question, en fait. C'est rangé par ordre alphabétique. Et que c'est bien dommage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont un B, par exemple, ils vont être obligés de déplacer tout leur B, enfin tout leur A et tout leur C, pour pouvoir mettre leur B au milieu. Oui. Oh, c'est l'enfer.
Oui, mais je sais que, je sais pas, il y en a plein, en fait, où c'est comme ça, où c'est par ordre alphabétique. Je sais pas, il y a un côté rassurant, alors que j'aime me perdre dans ma bibliothèque. Ouais, je suis d'accord avec toi Ça aussi. m'est arrivé de plus savoir où est tel livre. Je sais que je l'ai, je sais plus où il est. Et je retombe dessus, et au final, je suis à côté, je me dis, ah, mais j'avais oublié que j'avais ça. Et après, on repense au livre. On va l'ouvrir, on va le feuilleter. Et ça, c'est très agréable, c'est très plaisant de se perdre. Ouais, ça rend la bibliothèque vivante, encore une fois, Oui. en fait. Tout à fait. Ça rend la bibliothèque vivante parce qu'on va être surpris quand on va passer d'un titre à un autre, quand nos yeux vont sauter d'un livre à un autre, et parce que comme tu le dis, il y en a qu'on va redécouvrir parce qu'on n'a pas posé les yeux dessus depuis longtemps, et donc ça rend la bibliothèque plus vivante. Ouais, tout à fait. J'ai pas d'autres analogies qui iraient mieux que ça. Être surpris en la parcourant du regard, en tout cas, ou si quelqu'un ne connaît pas ta bibliothèque, il va pouvoir effectivement regarder un peu ce qui se passe et se laisser surprendre si effectivement tout est par ordre alphabétique. Bon. Disons que par ordre alphabétique, alors après les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais moi je sais que par ordre alphabétique, si je vais dans un salon, j'ai quelqu'un qui a une bibliothèque suffisamment fournie pour que ça puisse être rangé par ordre alphabétique, que ce soit... Je pense pas qu'il y ait des gens qui rangent par ordre alphabétique selon le titre, mais par auteur. En fait, automatiquement, je vais aller chercher ce que je connais. Parce que je sais où aller le trouver. Là, par exemple, je prends du Maxime Chatham, je vais aller chercher à C, en fait. Ouais. Ou à M, s'il y a des gens qui préfèrent classer par prénom. Ouais. Et je vais moins m'arrêter sur ce que je connais pas. Bien sûr. Je sais pas pourquoi, c'est... Oui, puis je vois pas comment on peut aérer une bibliothèque, c'est-à-dire laisser de l'espace pour ne pas avoir peur de faire respirer sa bibliothèque. D'avoir des moments où il n'y a pas de livre là, à cet endroit-là, ou des endroits où ça va être surchargé. Ne pas hésiter à la rendre asymétrique. Ne pas hésiter à la bousculer un petit peu, qu'il y ait des choses qui ressortent, d'autres qui vont s'effacer. Mais justement, quand on va reporter le regard dessus, ça va être plus sympa. Je sais pas, faut se laisser un peu que ça pétille, quoi. Je pense qu'on a tous cette vision des rayonnages, tu parlais du CDI tout à l'heure, des rayonnages de bibliothèque municipale ou de CDI. C'est vraiment des allées. Quand on est enfant, c'est parfois inaccessible, c'est trop haut, il y a vraiment que les grosses encyclopédies ou les choses un peu pénibles quand on est enfant. Il doit y avoir cette volonté de vouloir casser ça, je pense, du coup, quand on est chez nous. Ce côté un peu trop linéaire, un peu trop parfait. Il y a quand même des bibliothèques qui donnent plus envie de s'arrêter que d'autres. Alors ça reste quand même très subjectif, hein. Il y a quand même certaines collections où on va s'arrêter plus facilement, quoi. Alors, que ce soit d'ailleurs par leur uniformité, il y en a, ça va être un pan entier de la même collection, ça va attirer l'œil, c'est obligé en fait. Oui, nous on est quand même chanceux dans le genre de l'imaginaire, avec la fantasy, le fantastique, la science-fiction, l'horreur, etc. C'est-à-dire que ça va pas être comme de la littérature blanche, où quand tu vas à la Fnac, t'as des murs entiers de tranches de livres blanches. Pour se repérer là-dedans, pour donner du volume, pour donner du peps, c'est compliqué. C'est peut-être ça ce qui manque un peu pour pouvoir s'y intéresser, en vrai. Un peu de peps, quoi. Ouais, un peu de... En fait, au final, on a eu un discours assez contradictoire, hein. C'est-à-dire on a un petit peu critiqué les livres qui faisaient énormément de fioritures, énormément d'importance à l'aspect esthétique de l'objet. Et en même temps, les choses trop fades, voire très fades, n'attirent pas l'œil non plus. Il y a un juste milieu à trouver, en fait, hein. Oui, je suis d'accord, il y a un juste milieu à trouver. Je suis d'accord. Mais disons que si l'esthétique devient plus marketing qu'esthétique, c'est là que ça me pose problème. Ça dépend forcément de ce que tu as lu auparavant. Oui. Et de ce que tu as apprécié auparavant, en fait. Bien sûr. Comme couverture, c'est exactement ça. Mais j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que tu as des livres qui sont mal rangés dans ta bibliothèque et que tu le sais? J'ai un exemple très précis en tête que j'ai sous les yeux et je veux savoir pourquoi. Oui. Alors, encore une fois, c'est peut-être la logique. C'est ta logique que je n'ai pas. Oui. Là, je vois qu'il y a un livre Lovecraft qui est rangé à côté des Hunger Games, Sur la même étagère, il y a quoi? Oui, c'est une logique. Ok. Ça a totalement une logique. Pour vous décrire un peu la situation, j'ai une étagère vraiment dédiée à Lovecraft. Enfin, Lovecraft. C'est Battle Royale à côté, j'avais du mal à... Oui, parce qu'en fait, là, c'est mon étagère fourre-tout. Pourquoi ? Parce que quand j'ai lu, c'était une BD qui est adaptée du Lovecraft. Et je l'ai trouvée malheureusement mauvaise. Et je ne voulais pas la mettre dans mon étagère Lovecraft, parce que pour moi, elle n'a pas l'esprit Lovecraft, en fait. Ah, mais c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on fait des livres mauvais dans une bibliothèque ? J'en ai revendu un une fois. Et sinon, je te les donne. Je sais pas trop comment le prendre, du coup. C'est pas vrai en plus. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais des livres mauvais ? Alors, ça dépend. Les très très mauvais, je me dis, là, faut que plus personne ne lise ça jamais. Donc, du coup, en général, je m'en débarrasse. Alors, je m'en débarrasse pas n'importe comment. Je fais des loisirs créatifs. En général, ça part là-dedans.
Sinon, je considère qu'il y a peu de livres quand même qui n'ont pas leur place sur leur étagère. Mais moi, j'ai une étagère fourre-tout par contre. Ouais. Enfin, Oui. une étagère que si un jour j'ai besoin de faire de la place, je vais aller piocher là, quoi. Vraiment. Ouais, bah moi c'est un peu ça aussi, tu vois. Bah, par exemple, ce que tu viens de citer, c'est ça. C'est que pour moi, c'est du Lovecraft, mais ce n'est pas l'esprit Lovecraft. Donc c'est une adaptation de BD qui était pas ouf, donc Ok. ça n'a rien à faire là. Sinon, ce que j'aime bien, moi, faire, c'est quand même les déposer dans des boîtes à livres. J'ai été très perplexe sur le sujet. Et en fait, ça marche plutôt bien. Moi, je m'y arrête à peu près une fois par semaine là où j'habite. Et c'est jamais les mêmes, en fait. Vraiment, ça bouge. Hein. Je suis assez impressionnée. Et toi, t'en poses ? Moi, j'en pose, ouais. Bah, ce genre de livre, par exemple, j'en pose. Moi, ça m'intéresse pas. Apparemment, ça intéresse d'autres personnes parce qu'ils sont rarement là la fois suivante. J'arrive pas à j'ai du mal à me séparer d'un livre, moi. Ouais, c'est compliqué, mais quand le sujet a été vraiment soit très mal traité, soit mauvais, mais pour moi, pas pour les autres. C'est-à-dire que moi, je sais que ça, quelqu'un d'autre pourrait l'apprécier. C'est pas que alors, je me suis mal exprimée, c'est pas que le sujet a été mal traité, mais que je trouve que moi, il a mal été abordé. Ces livres-là, moi, je préfère qu'ils vivent, en fait, plutôt que je sais que je le rouvrirai jamais. Et je le conseillerai jamais à quelqu'un qui vient chez moi. Alors que si je le dépose dans un endroit comme celui-ci, il y a des chances, même infime, que quelqu'un prenne plaisir à le lire et qu'il continue de vivre. Ouais, ok. Et qui réintègre une nouvelle bibliothèque. C'est ça. Un nouveau fil conducteur de Exactement. livre après livre, etc. Exactement. Ok, donc du coup, on a parlé dans quoi on range nos livres, on a parlé de comment on les range, mais maintenant, les livres qu'on n'a pas lus, qu'est-ce qu'on en fait ? Toi, t'en fais quoi, Caro ? Moi, les livres que j'ai pas lus, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que tu es une adepte de la pile à lire ? Alors non, j'ai pas une pile à lire sur ma table de chevet. Ça, c'est une certitude, ça prendrait trop la poussière. Parce que j'ai rarement le temps de l'écumer, on va dire ça comme ça. On est tout le temps en train de me prêter des livres et tout. Alors c'est très cool, hein. Mais du coup, ce que j'ai chez moi, forcément, passe en dernier en ordre de priorité, parce que je veux vite rendre les livres. Sinon, quand j'achète un livre, je lui trouve une place. Ou alors j'ai trouvé la place avant même de l'avoir acheté. Ouais, mais même si tu l'as pas lu, tu le ranges directement Ah, dans je le la range bibliothèque. directement. Et t'oublies pas que tu l'as pas lu ? Non, jamais. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais parce que je pense que je vais suffisamment régulièrement dans mon salon pour le voir et j'y vais pas trop souvent pour l'oublier en quelque sorte, pour passer devant sans que ce soit... ça fait partie du décor, quoi. C'est un peu... Et toi ? Ben moi, j'aime pas trop ce concept de pile à lire. Je trouve que ça fout une pression assez inutile, en fait. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant je vois pas que l'intérêt. Des fois, il y a des livres qui entrent dans ta vie, c'est juste pas le moment de le lire. Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement. Et même si c'est jamais le moment, c'est pas très grave. C'est pas très grave non plus. Mais peut-être qu'il est là quand même dans ta bibliothèque et c'est pas si grave que ça. Je sais plus, j'avais lu quelque chose sur la bibliothèque, c'était comme une cave à vin. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est cool comme truc, je sais plus où est-ce que ça serait cool que je retrouve, où est-ce que j'avais lu ça. Peut-être sur les réseaux tout simplement, et voilà. Mais c'est exactement cette impression que j'ai, même si je bois pas de vin, mais ce côté un peu, il y a des livres qui se bonifient avec le temps. Il y a des livres qui sont lus pour une occasion particulière. Ouais, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Il y a des livres, ils vont attendre des années, et puis un jour, je sais pas pourquoi, ça va être celui-ci qu'on va prendre pour aller à la salle d'attente du médecin, parce qu'on n'a pas le temps et parce que voilà. Et là, on va faire une belle découverte. Je pense qu'il faut ne pas avoir peur des livres qu'on n'a pas lus et les placer dans notre bibliothèque, vraiment. C'est pas grave. Mais après aussi, il faut peut-être arrêter ce phénomène qu'on voit beaucoup, justement, en tout cas dans les médias qui sont partagés, autrement dit, Booktube, Instagram, etc., on achète. Et donc les piles à lire grossissent à fond, mais on continue d'acheter, on achète. Quel intérêt d'acheter 3 bouquins d'avance si on sait qu'on en a encore 3 autres qui nous attendent ? J'ai du mal en fait avec ça aussi, c'est-à-dire que acheter moins et puis consommer, savourer un peu plus ce qu'on a au lieu d'être dans l'abondance en permanence. Ah bah là on est clairement dans la surconsommation pour le coup. Je pense qu'il y a une espèce de volonté d'accumulation en fait. Ouais, il y a des gens qui se sentent bien en acquérant des objets. Là, c'est peut-être le cas. Est-ce que c'est pas le fait d'acheter le livre qui crée le plaisir ou de lire le livre à ce niveau-là, en fait ? Je pense que c'est acheter le livre, vraiment. En tout cas, quand on a une pile à lire qui est de plusieurs dizaines de livres, je comprends qu'on veuille en lire d'autres, hein, mais du coup, si on a acheté les premiers, sauf si on nous a offert, mais si on a acheté les premiers, c'est bien qu'à un moment donné, ils ont attiré le regard. Pardon. Ouais, puis c'est triste d'avoir tous ces livres qui n'ont jamais été lus. Ouais, mais en même temps, on disait tout à l'heure, c'est pas gênant d'avoir quelques livres qu'on n'a pas lus, quoi. Non. Tu vois, dans notre bibliothèque. Si l'intention est de la lire derrière. Mais après, le problème, c'est que si on s'en vante, moi j'ai une pile à lire énorme. Il y a une sorte de fierté d'avoir beaucoup de livres en attente à lire. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça assez dingue, en fait.
Quel intérêt de Je ça sais pas, là je saurais pas te répondre. Moi j'avoue, j'ai quelques bouquins que j'ai pas lus. J'ai quelques bouquins, je sais que je vais les lire là, machin, mais je vais pas en racheter des tonnes et des tonnes. J'achète au fur et à mesure de ce que j'ai besoin, parce que justement, je vais pas savoir quand est-ce que ça va être le bon moment pour lire ce truc-là. Et donc, si je l'achète maintenant et que je sais que je vais devoir le lire dans 3 mois, et bien peut-être que dans 3 mois, j'aurais pas envie de le lire. Donc, il restera 3 mois de plus et 3 mois de plus. Et quel intérêt je ne sais Alors, pas. je pense qu'il y a un phénomène lié, j'ai l'impression de les diaboliser depuis le début, c'est pas du tout mon but, mais phénomène lié aux réseaux sociaux, dans le sens où il y a toujours un dernier livre à la mode, un dernier livre qui fait un buzz sur les réels, et donc du coup, il faut l'avoir, sauf qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément fini son livre, donc on ne va pas l'attaquer tout de suite. Et sur les réseaux sociaux, comme dans la société aujourd'hui, ça va tout de suite très vite. Ouais. Et comme ça va tout de suite très vite, eh bien, il y en a un nouveau qui arrive sur le marché, il faut aussi celui-là l'avoir. Oui. Tu vois ? C'est une course perpétuelle, quoi. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Après, je sais qu'aussi, il y a des gens, ça les rassure tout simplement d'avoir des lectures d'avance. Oui, c'est possible. Nous qui sommes pas dans une grosse ville, on est à la campagne, c'est forcément compliqué aussi de se rendre dans une bibliothèque, d'y aller, de se dire, bon attends, j'y vais, mais je vais y avoir qu'un bouquin, ou alors il faut que je le commande, il va falloir que j'y retourne. C'est vrai qu'il peut y avoir une simplicité à se dire, bon, j'en prends 5 d'un coup, je me déplace, j'en prends 5 d'un coup, 10, et comme ça après je suis tranquille pour l'année, quoi. Le problème c'est que moi je sais pas ce que j'aurais envie de lire en février, je sais pas ce que j'aurais envie de lire au mois de mai, je n'ai aucune idée. Parce que ça dépendra de mes lectures d'avance, ça dépendra du moment, ça dépendra de ma lubie de l'instant. Donc pas de pile à lire, et moi non plus. Non, j'ai pas de pile à lire, non. Alors je sais pas, parce que j'ai quand même des objectifs de lecture, tu vois. Par exemple, en 2025, je sais qu'il y a quelques livres que je veux lire. On peut considérer ça comme une pile à lire, en fait. Bien sûr. Même si je les ai pas physiquement. Ouais, mais je vois pas ça comme une pile à lire. Ah ouais ? Alors c'est quoi pour toi une pile à lire, concrètement ? Ah bah moi, c'est quand tu peux faire une pile de choses à lire. Ah oui, c'est vraiment physiquement... Ah oui, je suis peut-être trop terre à terre. Ça se tient après. Moi, c'est la pile à lire, c'est l'objet qui est là, mais qui n'a pas encore servi. Ok. Alors que le livre que tu veux lire, bah, c'est pas qu'il a pas encore servi, c'est que tu l'as pas lu. Ouais, d'accord, ok. Là, j'ai listé quelques livres pour 2025 à lire. Je les ai pas physiquement entre les mains. Pour toi, c'est pas une pile à lire ? Mais est-ce que pour toi, c'en est une ? C'est une bonne question. Pour moi, ça deviendrait une pile à lire si tu les achètes tous. Ouais. Et ça veut dire que tu peux pas avoir de pile à lire virtuelle, style je vais en bibliothèque municipale pour emprunter des livres. Et je sais que le prochain je vais faire ça, et le prochain je vais faire ça, ou alors celui-là il sera dans ma liste. Pour moi, ça serait un plan. C'est ouais, pas ok, une pile ouais. à lire. Je suis d'accord avec toi. À lire. Donc en fait, la pile à lire est profondément liée à la consommation de l'objet, enfin à la surconsommation au livre en tant qu'objet, quoi. Oui, alors qu'il soit physique ou pas, c'est-à-dire on peut accumuler plein de livres sur sa liseuse et pas les lire. Oui, mais ça reste de la surconsommation. Oui. Tu vois, c'est pas... Enfin, de l'accumulation, ouais. Et accumuler pour accumuler... Ok, mais c'est de l'accumulation de choses, en fait. Que ce soit matériel ou immatériel, mais c'est de l'accumulation de choses. Ouais, et puis, si on en revient à la pile à lire, moi j'imagine une pile à lire dans ma bibliothèque, je sais pas, j'ai une étagère qui est consacrée à tout ce que je dois lire, admettons, je me sentirais très démuni si quelqu'un arrive et qu'il me dise « Ah, mais en fait, ce bouquin-là, tu peux m'en dire plus parce que je l'ai déjà vu, puis que je suis... Bah non, je l'ai pas lu. Et celui-là, ah bah, non, je l'ai pas lu. Et celui-là, bah, non, je l'ai pas lu. » Je me sentirais... Bah, je connais pas ma bibliothèque, en fait. Tout simplement. Après, tu peux quand même parler de ce livre, de ce qui t'a amené à le placer dans ta bibliothèque. Ouais, mais ça, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Pas de conseiller un livre que je n'avais pas lu, qui était sur mes étagères, mais quelqu'un arrive, me montre du doigt le livre que j'ai pas lu, je dis, bah, je suis désolée, celui-là, je l'ai pas lu, par contre, s'il est là, c'est parce que ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Oui, mais disons Est-ce que tu veux que je te le prête et que tu le lises avant moi ? Disons que t'as pas plus de livres que tu n'as pas lus dans ta bibliothèque que de livres que t'as lus. Oui, c'est sûr, ça c'est une certitude. Après, si vraiment c'est l'échelle, il y a des gens qui ont 400, 500 livres, et puis ils vont avoir une pile de 25, 30 livres, de piles à lire, pardon. Comment tu classes, là, tu vois ? Oui, puis après, tout dépend aussi de ta vitesse de lecture. C'est-à-dire que si tu lis un bouquin par semaine ou 2 bouquins par semaine, bah forcément, ta pile à lire, tu peux te faire une avance plus facile que si t'en lis un par mois. Donc, ça serait plutôt lié au temps que tu mets pour l'écumer, quoi, ta pile à lire. Concrètement, si ton livre il reste plus que quelques mois dans ta pile... Ouais, peut-être. C'est peut-être que ta pile à lire, c'est pas une bonne idée. Ouais. Ça serait plutôt ça l'idée. C'est que t'achètes trop. Ouais. En fait, si la pile à lire fait qu'augmenter et que t'arrives jamais à la diminuer, pour moi, y a pas d'intérêt. Ouais. Avoir 2-3 livres d'avance, moi j'en ai 2-3 livres d'avance, mais j'appelle pas ça une pile à lire, quoi. C'est juste, bon, bah ils sont là, ils traînent autour de moi. Bon, bah si un jour je manque d'inspiration sur ce que je vais lire, paf, je poche là-dedans, mais c'est pas. Ils ont pas été achetés. En mode j'achète. Il me le faut. Ça n'a pas du tout été ça. Ouais, ça a été, par exemple, je l'ai acheté, mais sauf que entre temps, je me dis, bah,
Non, je vais plutôt d'abord lire celui-là, parce que finalement c'est celui-là, le moment où c'est celui-là. Celui-là je vais le mettre de côté, mais c'est pas une file d'attente en fait. Alors si on résume, encore une fois, on a parlé du contenant, on a parlé du contenu, on a parlé de comment on agrège ce contenu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce contenu? Est-ce que tu mets de la déco dans ta bibliothèque? J'ai un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux mettre comme décoration? En général, ça a forcément un rapport avec l'étagère sur laquelle il est posé. Souvent, ce sont des objets qui ont une histoire. Ce ne sont pas juste des objets de décoration. J'ai été à la foire fouille, j'ai trouvé un truc joli, je l'ai posé sur mon étagère. C'est un peu... Il n'y a pas de mal à le faire, mais souvent ce sont soit des objets, je sais qu'ils ont une histoire même si je ne la connais pas. Ça va pas être des objets neufs. Soit ça va être des objets familiales, soit ça va être des objets qu'on m'a offerts. C'est rarement moi qui vais me dire, tiens, je vais mettre ce petit truc ici. Tu es capable d'autant de parler des bouquins qu'il y a autour dans ta bibliothèque que de l'objet qui est posé. Totalement, c'est exactement là où je voulais en venir. L'objet est une histoire en soi. Vraiment, c'est vraiment ça. Il y a peu d'esthétique dans le choix des objets qui sont posés. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'objets que tu mets dans ta bibliothèque pour la décorer? Eh bien, des exemples d'objets. Je vais avoir une machine à écrire. Je vais avoir... Mais c'est une machine à écrire avec une histoire, c'est pas... Ah oui, c'est pas une machine à écrire, c'est la machine à écrire. C'est la machine à écrire. Cette machine à écrire, elle appartenait à mon père, elle est extrêmement importante. Il y a des objets de ma conception. Je trouve qu'ils ont tout à fait leur place. Il y a des objets que je crée exprès pour une étagère aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il te manque cet objet-là, tu ne le trouves pas, tu le fabriques. Exactement. Alors pourquoi cet objet-là, je ne saurais pas dire. C'est pour ça que la bibliothèque, elle accroche tout le temps le regard en fait, que ce soit les lecteurs ou les non-lecteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des non-lecteurs qui vont s'intéresser à un objet et qui derrière vont voir un livre ça va les intriguer en fait parce qu'ils se seront rapprochés de plus près en quelque sorte. Quand tu passes devant une bibliothèque et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que des livres, eh ben, c'est vrai que si les livres ne t'intéressent pas, je peux comprendre que tu ne t'arrêtes même pas sur les titres. Ouais. Alors s'il y a un objet, ça va peut-être t'accrocher le regard et tu Bien vas sûr. peut-être aller voir ce qui se passe derrière l'objet. Bien sûr. Bon, voilà. Et toi, comment ça se passe alors? Moi, c'est exactement comme toi, je suis en train de penser. Il y a forcément pas mal de petits objets qui traînent ici, un peu style cabinet de curiosité. Et ils ont tous une histoire. Je suis en train de réfléchir. Peut y avoir, par exemple, récemment, j'ai eu la chance que ma grand-mère me donne la pipe de mon grand-père. Et c'est une pipe que je voyais depuis que j'étais tout gamin chez eux, dans leur vitrine. Et maintenant, elle est là, elle trône dans la bibliothèque, et ça, c'est une énorme fierté. Il y a d'autres objets, j'ai un crâne en béton, voilà, qui est fait par une artiste, mais je sais l'artiste que c'est. Elle s'appelle Géolodie, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, et elle fait des crânes en béton, je trouve ça fabuleux, c'est très lourd. J'ai failli casser ma table avec lui en l'échappant. Et je vais avoir des choses comme ça. J'ai une grolle, c'est un appareil en bois, c'est une sorte de récipient en bois qui est une tradition savoyarde, mais avec ça, j'ai plein d'anecdotes qu'on ne peut pas raconter, qui sont beaucoup trop chelous pour raconter ce qui s'est passé avec cette grolle, mais voilà, c'est une tradition savoyarde. Il va y avoir des petites choses de ma conception aussi, mais alors beaucoup moins bien que toi, parce que toi t'es beaucoup plus manuel, mais va y avoir... Oh, je suis pas d'accord, t'as fait des chouettes choses. Ouais, va y avoir des petits liquides qui vont être mélangés pour faire des couleurs bizarres dans des fioles, voilà. Et sinon, ça va être des objets qu'on m'offre, et ceux-là sont souvent les plus précieux, souvent, ouais. Ou alors des trucs trouvés en vide-grenier, j'aime bien, parce qu'effectivement, c'est pas un objet qui va avoir une histoire très personnelle, mais qui a eu une histoire. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, c'est important aussi, quoi. Là, je vois, j'ai une lampe tempête qui est à côté d'une couverture de Lovecraft. Je trouve que ça tout à fait... ça fait écho, moi, à tout ça, quoi. À Dagon, à Cthulhu, les bateaux, les machins. Voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir cette lampe tempête à cet endroit-là, quoi. Et des plantes, moi aussi, je mets des plantes. Ouais, des plantes, ouais. Oui, c'est vrai que j'avais oublié, mais effectivement, il y a des plantes. Alors, moi, je suis un peu moins bien exposée que toi niveau plantes. Ça apporte, encore une fois, ça la rend vivante. Bah oui, les objets la rendent vivante, les plantes la rendent vivante, la manière dont on range les livres la rend vivante. Et attirante. Que ce soit pour les autres ou pour toi, d'ailleurs. Exactement. Tu prends plaisir, enfin, c'est un peu égocentrique ce que je suis en train de dire, mais moi, je prends plaisir à m'arrêter devant ma bibliothèque et de la regarder. Oui, ça m'arrive aussi. Alors, moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est quelqu'un absolument pas de lecteur. Alors, c'était une femme qui est absolument pas lectrice et qui s'est stoppée devant ma bibliothèque et qui m'a dit, alors même à tel point elle n'est pas lectrice, elle m'a pas dit elle est belle ta bibliothèque, elle m'a dit elles sont quand même pas mal tes étagères. Et ça, c'était un plaisir fou en fait. C'était un plaisir fou parce que je sais qu'elle lit absolument pas. Et en plus, elle lirait encore moins de l'horreur ou de choses comme ça.
Et je trouve ça vraiment un chouette compliment. Ça fait plaisir en fait. On se dit, ça a attiré son regard. Peut-être que la prochaine fois, ça avancera pour lire une tranche de livre. Totalement. Et puis j'ai eu un autre cas aussi où c'était quelqu'un de l'entourage qui avait une sorte de Batcave, c'est-à-dire qu'il mettait sa bibliothèque honteusement dans une pièce dans son garage, parce que sa compagne ne voulait pas qu'elle soit dans la pièce principale, mais c'est en voyant ma bibliothèque qu'elle lui a autorisé à mettre sa bibliothèque dans le salon. Et quand j'y suis allé la fois suivante, la bibliothèque était dans le salon. Et donc, ça fait plaisir. C'est un chouette compliment. Ben oui, mais peut-être qu'elle avait l'image de ces bibliothèques un peu austères, un peu lourdes, massives, pas jolies... voire dépareillées. Des fois, c'est un peu ça aussi qui peut revenir. Oui, tout à fait. Prendre soin de sa bibliothèque, ça peut en faire une pièce centrale. Alors, pas une pièce dans le sens salle, mais une pièce centrale de la décoration d'une maison, en fait. Ouais, vraiment, je pense. Par contre, en revanche, faut pas être trop timide, je pense. Vraiment. Ça en dit beaucoup sur nous, quand même. Ah, tu trouves, toi ? Ah, bien sûr, c'est sûr. Ça en dit beaucoup sur les gens. Donc, la question de tout à l'heure que j'ai dit en début de podcast... C'était dis-moi comment tu ranges ta bibliothèque, je te dirai qui tu es. Donc pour toi, c'est oui. Ah mais oui, c'est une certitude. C'est oui. Que ce soit esthétiquement, la façon dont tu la ranges, le contenu, ta bibliothèque, c'est ton cerveau en fait. Ah, merci de dire ça. Ah bon, merci de dire ça. Parce que justement, quand je te disais qu'il va y avoir ce fil conducteur, livre après livre, pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, ça va être des petits bouts de cerveau qu'on va poser. Ok. Ça, à ce moment-là, j'ai lu ça, j'étais dans cet état d'esprit-là, je vais le poser là. Et en fait, ce livre à côté, c'est un autre petit bout de cerveau. Et tout ça, en fait, représente une image d'un cerveau en construction. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, ça va même au-delà de ça. C'est pas forcément le fond, mais c'est aussi la forme, la façon dont ils sont rangés. Tu sais, il y en a qui sont forcément tout droit, il y en a qui sont sur le côté. D'autres qui veulent pas du tout justement que leur bibliothèque soit sur le côté, enfin leur livre soit sur le côté. Je pense que soit tant sur le fond, où tu parlais d'un fil conducteur tout à l'heure, que sur la forme, les deux forment un espèce de photographie de ton cerveau, en tout cas d'une partie de ton cerveau. Oui, ceux qui veulent quelque chose de très 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 ordonné, quelque chose qui va être complètement chaotique, exactement. Quelque chose où il n'y aura aucun classement. Bon, on n'est pas spécialiste, hein. Non. Et toi, est-ce que t'aimes que les gens fouillent dedans, du coup ? Alors fouillent, regardent, ouais, moi j'ai aucun problème avec ça. Faites ce que vous voulez, moi je serais extrêmement contente de partager avec vous. T'as pas de mal, toi, à ce que les gens fouillent dans ta bibliothèque ? Ah non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Bah sinon déjà, je pense qu'elle serait pas dans le salon. Voilà, ceux qui n'aiment pas ça, à mon avis, ils les mettent dans un bureau ou dans une pièce dédiée, oui. Et tu les prêtes facilement ? Oui, je pense. Ça dépend à qui, mais effectivement, à toi, je les prête. Oui, alors moi, oui. J'en prête beaucoup. J'aime en prêter. Ce qu'il faut, c'est aussi pas oublier à qui on les a prêtés. C'est quand même important. C'est un conseil vraiment bené et qui ne sert pas à grand chose. Par contre, je n'aime pas emprunter des livres. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que t'aimes pas avoir l'objet de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est parce qu'il va pas rejoindre ta bibliothèque ? C'est les deux. Et en fait, emprunter un livre me force à le lire. Ok. Me force à le lire jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi, c'est bête, je pourrais l'arrêter. Parce que tu m'as déjà prêté des livres, j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était pas possible, quoi. Voilà, mais alors... Mais c'est pas grave, c'est quand même générateur de discussion. Disons que nous, on parle énormément bouquins, donc au final, on s'en fiche. Oui, mais admettons quelqu'un que je connais pas trop qui me prête un livre, je vais me sentir obligé de le lire jusqu'au bout. Parce qu'il va vouloir en parler, s'il me le prête, c'est qu'il veut en parler. Moi, en fait, si un livre m'intéresse pas, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire, que je sais que j'ai pas le temps de tout lire, que maintenant, c'est simple. Un livre m'intéresse pas, j'ai aucun complexe ou remords à arrêter le livre et en prendre un autre. Et ces livres que tu arrêtes, ils ont quand même une place dans ta bibliothèque ? Certains, oui. Il y en a d'autres, je sais que là, il y en a 2-3 que je pourrais me séparer là, aujourd'hui, là, maintenant, là, ouais. D'accord. Parce qu'il y en a, en fait, je sais que c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que soit ils étaient pas pour moi, mais ils sont quand même bons, ou alors, c'était pas le bon moment pour moi. Il y en a d'autres où je sais que de toute façon, ils sont pas pour moi, ils m'ont pas intéressé, et ils sont peut-être pas très bons. Et toi, est-ce que tu prêtes facilement ? Moi, je prête facilement mes livres, mais pas n'importe qui. Oui, ben voilà, c'est ça. Parce que vraiment, déjà, si je conseille un livre, c'est une partie de moi, en fait, que je confie, au final. Alors, moi, ça me vexera pas si la personne ne va pas jusqu'au bout du livre. Je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui est en face de moi. Donc, c'est pas quelque chose qui va me perturber. En revanche, quand je prête un livre, je prête quelque chose qui m'est cher. Ça, c'est une certitude. Que je veux revoir. Donc c'est pas quelqu'un que je connais à peine à qui je vais prêter un livre. Mais par contre, quand t'empruntes des livres ou quand on te les prête, est-ce que toi, du coup, t'es pas frustré de ne pas les avoir dans ta bibliothèque ? Ou alors, est-ce que tu les rachètes après ? Je les rachète si j'en ai l'occasion. Des fois, si je suis dans une foire de livres. Ou alors, si je sais que je vais rencontrer l'auteur et que j'ai déjà lu ce livre, ça me ferait plaisir d'avoir un exemplaire dédicacé. Si je le trouve en occasion aussi, par exemple. Tout ça, ça me dérange pas de l'acheter dans de telles conditions.
Là où je serais un peu plus tatillon, c'est sur les livres audio. J'ai un peu de mal à pas les avoir en physique derrière. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. D'accord. Je saurais pas l'expliquer. Et alors, est-ce que dans ta collection, tu as des doublons? Est-ce que des fois, tu as un livre que tu vas avoir en plusieurs exemplaires parce que l'édition est différente? Est-ce que tu vas racheter des éditions différentes pour telle ou telle raison? Il y a 2 situations où je peux avoir des doublons. La première situation, c'est parce que l'un des livres va faire partie d'une collection. Et là, effectivement, je vais déjà l'avoir, par exemple, et pour compléter une autre collection, je vais l'avoir en double. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est qu'on va m'offrir un autre livre dans une édition différente. Mais moi, spontanément, je vais jamais aller acheter un deuxième livre, même si l'édition est différente. Je pense que ça m'est jamais arrivé, et si ça m'arrive un jour, il y a de fortes chances que je me débarrasse du premier. Ok. Et toi ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il va y avoir des exceptions. Il faut que la version que je vais racheter et que j'ai déjà, il faut qu'elle ait une valeur ajoutée. J'entends par là, par exemple, Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft. Je l'ai dans un recueil de nouvelles, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi la version de François Baranger. Pourquoi ? Parce que c'est une version illustrée, mais c'est une version vraiment illustrée. C'est-à-dire que c'est des pleines pages, c'est un travail incroyable, où là, ce qui va m'intéresser, ça va être de voir la vision artistique d'un homme sur l'œuvre Les Montagnes Hallucinées, par exemple. Ou alors ça peut être différentes traductions. Selon les traductions, il peut y avoir un intérêt à racheter ça pour pouvoir le relire, comparer les traductions. Je suis en train de penser à par exemple le Silmarillion de Tolkien, qui a été retraduit récemment. Moi j'ai une vieille version reliée aussi, et c'est les anciennes traductions. J'ai comparé, j'ai lu les 2 premiers chapitres l'un après l'autre, et j'ai comparé les phrases, etc. Là, il y a un réel intérêt à avoir racheté une nouvelle traduction de Tolkien, notamment pour ce livre-là. Ensuite, non, je vais pas racheter. Là, je vois, par exemple, j'ai un Dracula. J'ai vu qu'il y avait une très belle version illustrée qui était sortie, une très belle version augmentée et illustrée. La valeur ajoutée m'a pas semblé Donc, il faut que... suffisante. Alors, il faut que l'histoire de base te plaise énormément, déjà. Tu vas pas aller racheter une autre édition de quelque chose qui te... Voilà, faut que ce soit quand même quelque chose qui est assez ancré dans le truc, ouais. Ouais, tout à fait. Mais j'en ai pas tant que ça, des choses que j'ai en plein d'exemplaires, il y en a quasi pas de toute façon. Par exemple, là, Le Nom du Vent, je sais que là, je suis en train de voir, parce qu'on est devant ma bibliothèque, dans Le Nom du Vent, je sais qu'il y a une édition magnifique qui est sortie. Mais non, je l'ai pas racheté. J'ai déjà, je l'ai pas racheté parce que l'édition, en fait, c'est juste la couverture qui change. Ouais. Oui, elle est en couverture rigide, certes, mais à l'intérieur, c'est la même chose. Là, ça m'intéresse pas. Alors que prendre L'Appel de Cthulhu, vu par François Baranger, donc c'est-à-dire avec ses illustrations, ou vu par Gutanabe, qui est un mangaka, là, ouais, ça va apporter quelque chose. Ça apporte une valeur ajoutée. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est différent, mais voilà. Ou alors, quand je rachète une belle édition, par exemple, là, je vois, il y a Hellraiser, je l'avais en livre de poche, le bouquin m'a énormément plu, il y a une belle édition qui est sortie, là, je l'ai racheté, et je t'ai donné la version de poche. Oui. Voilà, ça s'appelle se débarrasser, et se débarrasser utile. Après, tu veux pas savoir ce que j'en ai fait. Un peu comme pour Puzzle. T'en as fait un puzzle ? Non, c'est pas ce que je voulais. Non. Puzzle, le roman de Frank Tillies, tu l'as en version roman, tu l'as en version BD. Ouais, par exemple. Là, je trouve que c'est un intérêt. Bah, toi, tu as Les Aventuriers de la Mer en version roman et en version BD. Ouais, totalement. Voilà, bah là, il y a un intérêt parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. C'est même plus tout à fait le même produit, finalement. Ouais. Je suis pas sûre que je l'aurais catégorisé dans éditions différentes, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un support différent plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'en est-il des sagas, par exemple ? Est-ce que ça peut arriver des fois que t'es le premier tome dans une certaine édition et puis le deuxième, le troisième, bah c'est une autre édition. Est-ce que si tu tombes sur le premier dans l'édition des deuxième et troisième, tu vas le racheter ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah là, je suis en totale panique de ce que tu me dis. Parce que ça dépend totalement. Je vais essayer de trouver une cohérence, d'acheter la même chose, sauf quand... soit c'est pas possible, soit quand l'occasion fait que non. Moi j'ai un exemple par exemple avec Robin Hobb, l'Assassin Royal. Tu vois, là t'as une édition particulière. Ouais. En fait, oui, pour Robin Hobb, je vais avoir les éditions qui s'appellent donc les Citadelles des Ombres, qui regroupent en fait l'Assassin Royal en fait en plus grand format. Et j'ai continué la saga, mais cette fois-ci en format... alors, c'est pas vraiment de poche, c'est plutôt intermédiaire, on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui est classé, lui, par époque 1, époque 2, et puis par intégrale 1, intégrale 2, donc les éditions sont légèrement différentes. Et ben juste parce que là, les couvertures me plaisaient mieux dans l'édition plus petite, en fait. Mais effectivement, il y a une incohérence là-dedans. Est-ce que t'as l'occasion d'y aller chercher les autres ? Non. Okay. Non, je les ai comme ça, je les veux comme ça, voilà. Et là, tu vois, pour continuer la série, je sais qu'il faudrait que je m'attelle à la Cité des Anciens,
Et en fait, c'est même plus encore ceux-là qui me plaisent. Parce qu'ils sont aussi sous ce format-là, mais c'est plus ceux-là. Ouais. Maintenant, ça serait limite les tomes individuels qui sont plus jolis comme ça. Ouais, je suis d'accord, ils sont magnifiques. Voilà. Donc en fait, ça serait peut-être ceux-là que je prendrais. J'ai envie de dire, hein, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Et toi, est-ce que tu vas essayer de suivre cette cohérence à tout prix ? Ouais, moi mon cerveau aime la cohérence malgré le... De toute façon, le premier truc que tu m'as dit, c'est que toi, tu te triais par collection. Ouais, Donc, exactement, c'est totalement ça. Moi, j'aurai besoin d'une même collection. Et tant qu'elle sera pas complète, en plus, ça va m'obséder. Ah ouais, t'es complétiste. Ouais, c'est vraiment... C'est affreux d'être comme ça, vraiment. Parce que c'est pas tellement en plus le contenu de la collection. Ça va être en plus... C'est ça qui m'énerve chez moi. C'est que même si la collection m'intéresse très peu, je vais me mettre pas mal de personnes à dos, mais on m'a offert les 2 premiers tomes de Harry Potter en version illustrée. J'ai pas le reste, ça me perturbe. Pourtant, il y a peu de chances que je les ouvre plusieurs fois dans ma vie. Mais alors du coup, t'es pas complétiste avec un auteur. C'est-à-dire, si tu as un auteur qui te plaît, tu vas pas vouloir lire tout de cet auteur. Non. Ah ben voilà, moi c'est ça mon problème. Ouais. Non, parce que les gens changent. Et s'il avait un autre nom, peut-être qu'il... Tu vois ? Ouais, moi tu vois, quand je vais découvrir un auteur, je vais vouloir m'abreuver de cet auteur-là jusqu'à ce que je sois rassasié. Mais du coup, ça peut durer soit tout ce qu'il a écrit, soit au bout de 3 romans, je suis rassasié et hop, je peux passer à autre chose. Ouais, mais des fois, tu es dans des périodes où ça va presque jusqu'à te dégoûter de l'auteur. Des fois, ouais. Ouais, je te le vois faire. Complètement. Mais ouais, complètement. Mais c'est pas volontaire. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas volontaire. J'ai besoin d'être rassasié et une fois que je suis rassasié, je peux m'en aller ailleurs. Je peux aller manger ailleurs. Alors que c'est pareil. Moi, mon cerveau, il a besoin de diversité, tu vois, dans mes lectures. J'ai beaucoup de mal à suivre un... Ah, c'est marrant. Donc toi, tu vas être obsessionnel sur les collections, les cohérences de la forme, alors que moi, je vais être plus obsessionnel dans creuser le sujet jusqu'à m'en dégoûter presque. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien résumé. Après, souvent, ça me le fait avec les sagas. L'avantage des collections que je choisis, c'est que, ouais, il y a un thème récurrent, comme classique horreur, comme classique littérature féminine, ce genre de choses. Mais c'est très varié, ça veut tout et rien dire, en fait, ce que tu rentres dedans. Tu vois ce que... Oui, tu peux avoir donc quand même... c'est suffisamment varié pour satisfaire mon cerveau, et que ce soit sur le côté varié et sur le côté uniforme. C'est hyper compliqué, je suis en train de me rendre compte. Non, bah après... Et vous, comment vous rangez vos livres ? Ça, c'est très intéressant, j'aimerais beaucoup savoir. Comment vous les classez dans votre bibliothèque ? Par genre, par auteur, par auteur avec un H ? Peut-être, on ne sait pas. Par ordre chronologique d'arrivée du livre. De lecture, c'est vrai, exactement. C'est très intéressant. Enfin, en tout cas, nous, ça nous intéresse. Ça va peut-être intéresser 3 personnes, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, ces 3-là, bonjour ou bonsoir. Donc, du coup, la fameuse question, avant de conclure, toi, Caro, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Eh ben, la dernière fois, tu m'as bien teasé Visqueuse. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Visqueuse et Le problème à 3 corps. D'accord. Voilà. Donc, rien à voir. Rien à voir. Voilà, je te le dis, mon cerveau a besoin de diversité. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment ? Moi, je suis obsessionnel, j'ai adoré Visqueuse, donc qu'est-ce que je suis en train de lire ? Dans tes veines, de la même autrice qui s'appelle Morgane Cossarieux. Donc, je suis en train de lire Dans tes veines, je l'ai bientôt fini. Et là, je vais lire... après, je sais le prochain roman que je vais lire, qui va s'appeler Macha la sans utérus, qui est un... roman qui a été conseillé sur les réseaux sociaux par Morgane Cossarieux. Donc encore voilà un fil de conducteur, on tire le fil et on continue, un livre après l'autre, c'est bien ce que je disais. Voilà. Alors que moi j'étais sur mes résolutions 2025, du classique. Visqueuse c'est du classique, il y a des sirènes, c'est quand même stylé. C'est pas une sirène, attention. C'est pas tout à fait une sirène. Va pas l'insulter la pauvre. Elle a déjà la vie suffisamment dure comme ça. Faudrait limite faire un podcast entier sur Visqueuse tellement que c'est trop bien. Bah ça je te dirai quand je l'aurai terminé, pour le moment j'en suis qu'à la moitié. D'accord, et ben voilà. Alors, le tiers plutôt. Et ben on va faire un podcast moitié, 3/4, et puis fin. Pas sûr que c'est très intéressant. Super, bon écoute Caro, à la prochaine. À la prochaine Vincent. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à liker, partager, et puis bah, à vous abonner. À bientôt. Ciao.